Palestine, فلسطين terrain sonore. أصوات ميدان البحث. Un podcast de l'Institut français du Proche-Orient dans les territoires palestiniens. Avec Lucie Duvignac et Clémence Vendriès. Épisode 4. Egyptian Connection. Négocier avec la bande de Gaza. L'autorité Dirigeants palestinienne appelle palestiniens depuis des semaines appellent la tierce communauté partie internationale mandatée contre-proposition posant palestinienne. un accord unie contre l'oppression. Illégalité du projet Élection historique. palestinienne en Gaza. Zimbabwe. Les contradictions de Attitude l'autorité unilatérale. palestinienne. On attend les détails. Lorsque Sarah Daoud a décidé d'ouvrir les dossiers concernant les négociations intra-palestiniennes, elle a pris conscience du rôle régional de l'Égypte. Malgré les changements de régime, l'État égyptien a gardé un rôle médiateur entre Israël et la Palestine, mais aussi entre les différents partis palestiniens, le Hamas qui gouverne la bande de Gaza depuis 2006 et le Fatah à la tête de l'autorité palestinienne depuis sa création en Cisjordanie en 1994. Mais comment qualifier ce rôle politique du voisin égyptien ? Peut-on réellement parler de médiation ? Comment être à la fois juge et partie ? Après un an de terrain en Palestine pour rencontrer les acteurs politiques des négociations qui ont pour but de mener à une réconciliation intra-palestinienne, Sarah Daoud nous parle de son terrain en Égypte. Elle y a rencontré des hommes politiques palestiniens et égyptiens. Qui parle à qui ? Qui écoute qui ? Comment se renseigner sur les services de renseignement ? C'est véritablement en arrivant sur le terrain que j'ai trouvé mon sujet. La question palestinienne, oui, ça reste la question arabe par excellence, etc. Et il y a une solidarité avec la Palestine, mais il y a des considérations intérieures qui sont plus importantes. On ne peut pas travailler correctement en Égypte aujourd'hui. En Égypte, je vais y retourner, donc c'est pas... Et puis si c'est en français, ça risque moins. Question à la lecture en arabe. J'obtiens des informations via des Égyptiens. On a affaire à une gestion véritablement sécuritaire d'un dossier qui est aussi politique. Bienvenue à Sarah Daoud, doctorante en sciences politiques à Sciences Po Paris, où elle prépare sa thèse intitulée provisoirement Réconciliation intra-palestinienne, apaisement, analyse d'une configuration d'acteurs multiples et évolutive. Elle a enseigné à l'Université du Caire un cours de sociologie politique du monde arabe et nous rejoint à Jérusalem dans le cadre du cycle de conférences 1919-2019, un siècle de relations entre les peuples. Est-ce qu'on peut se tutoyer ? Tout à fait. Et tu es née où et quand ? Je suis née en 1994 à Vierzon, dans le Berry. Et comment as-tu rencontré la Palestine ? Mon père est palestinien et de Jérusalem. J'ai l'habitude, depuis que je suis toute petite, de venir ici. Et puis, en termes de recherche, j'ai travaillé sur la Palestine dans le cadre de mon mémoire. Depuis que je travaille en sciences politiques, je sais que j'ai envie de faire une thèse et que ce sera sur la Palestine. On est toujours un peu déterminé par ses origines, je pense. Tu te souviens de la première fois que tu es venue en Palestine ? Tous les étés avec mes parents, jusqu'à la deuxième intifada. Ensuite, on n'est pas revenu pendant un certain temps. Et puis, je suis revenue seule ensuite. Tu penses que tu as fait de la science politique pour être sûre de pouvoir étudier la Palestine ? Je pense que oui, très honnêtement. Il n'y a pas de motif militant derrière, parce que j'ai jamais été engagée par ailleurs dans des associations. J'ai pas ce rapport-là à la Palestine. Et puis, en fait, j'ai un peu détourné la focale, parce que je pense que c'est pas tout à fait... je travaille pas exactement sur la Palestine, au final. Et c'est bien comme ça. Ça me permet de prendre un peu de distance aussi. Pourquoi avoir adopté le point de vue de l'Égypte ? Ça s'est pas fait dans ce sens-là, j'ai pas choisi l'Égypte en particulier. Ce qui m'intéressait, c'était de recontextualiser la politique intérieure palestinienne dans son environnement régional. Je suis tombée sur deux dossiers, assez rapidement sur un dossier et puis un autre qui en fait était lié, la réconciliation et l'apaisement. Et il se trouve que c'est l'Égypte qui est l'acteur principal dans les négociations. Donc dans ces négociations, l'Égypte a le rôle de médiateur. Qu'est-ce qu'un médiateur et quelles sont ses fonctions ? Le processus de médiation, c'est un processus qui se fait en parallèle des négociations et qui n'est pas directement partie des négociations normalement. Ça se fait à la demande des deux parties en conflit, d'avoir un outsider qui vienne en soutien et qui facilite les négociations pour aboutir à une issue pacifique. Maintenant, en ce qui concerne l'Égypte, dans ces deux dossiers-là et par rapport à la Palestine de façon générale, pour des raisons, je pense qu'on abordera ensuite. Il ne s'agit pas véritablement d'un médiateur, dans la mesure où l'Égypte n'est pas du tout un outsider en l'occurrence. Elle est partie aux négociations. Justement, qu'est-ce qui fait de l'Égypte un médiateur privilégié ? La proximité que l'Égypte a avec la Palestine, que ce soit donc une proximité géographique, un biais sécuritaire aussi, et c'est ce qui fait que pour l'Égypte, la résolution de ces deux dossiers-là, il en va de
la sécurité nationale égyptienne et une proximité personnelle, il y a des relations interpersonnelles qui jouent un rôle aussi important. C'est ça qui fait de l'Égypte un partenaire des négociations. Dans ces négociations aussi, quels sont les acteurs directs de ces négociations? On a des acteurs assez hétérogènes. Donc il y a les services de renseignement égyptiens, bien évidemment les partis en conflit, le Fatah, le Hamas, les autres factions palestiniennes. Il y a le bureau du coordinateur des Nations Unies pour le processus de paix, la Suisse, notamment dans l'apaisement après 2014, la guerre de Gaza, Israël évidemment, dans le cadre de l'apaisement. Voilà, donc il y a un certain nombre d'acteurs assez différents, de par leur nature aussi, pas des acteurs diplomatiques. Pour la plupart d'entre eux, c'est quand même des acteurs sécuritaires en raison de la focale sécuritaire dans ces négociations. Un titre provisoire de ta thèse met en avant le concept d'apaisement. Pourquoi avoir choisi ce terme? En fait, c'est une traduction directe de l'arabe, tahdi'a. On parle de l'apaisement en ce qui concerne la bande de Gaza, l'apaisement entre Gaza et Israël. Il y a aussi le terme de hudna, c'est plus un terme qui est utilisé aujourd'hui parce qu'on a véritablement affaire à des périodes d'escalade de tension sur une semaine, etc. Et puis, grâce à la médiation, notamment égyptienne, on aboutit à un apaisement entre les deux. Mais la hudna, c'est plus un projet de long terme. C'est un terme islamique qui renvoie à une trêve entre communautés musulmanes et non musulmanes. Le terme a été employé une seule fois pour la trêve de 2003, je crois. Donc on va revenir aussi sur le rôle de l'Égypte, prépondérant dans ton sujet de thèse. Pourquoi cet intérêt de l'Égypte pour la politique intérieure palestinienne? Il y a une frontière commune avec Gaza. L'instabilité de la bande de Gaza fait que les Égyptiens redoutent un débordement, que ce soit à cause d'une escalade des tensions avec Israël ou entre les factions palestiniennes. Les Égyptiens sont assez marqués par un épisode, notamment l'opération Plomb Durci en 2009, où il y a eu un flot de Palestiniens venant de Gaza qui a essayé de forcer Rafah, le point de passage, et de rentrer en Égypte, et ils sont restés en transit dans le Sinaï pendant un certain temps. Est-ce que tu as pu te rendre à Gaza pour ta recherche? Non, j'ai pas pu. J'ai essayé depuis l'Égypte. Il n'y a pas d'étrangers qui se rend via Rafah en Égypte depuis au moins 2014. Et puis Erez, ça n'a pas fonctionné puisque le COGAT a refusé. Le COGAT, c'est les autorités israéliennes. Les Palestiniens, ils passent par Rafah du coup. Ah ouais, ils sont obligés de passer par Rafah. C'est beaucoup plus confortable le voyage maintenant, depuis 2017, que le point de passage il est ouvert au quotidien. Et puis c'est marrant, il y a les listes des passagers qui sont publiées tous les jours. Et il y a des milliers de personnes qui voyagent par semaine, c'est impressionnant. Et comment ça se passe? Il faut qu'ils demandent... Ils demandent au ministère de l'Intérieur à Gaza, qui ensuite, si c'est accepté, font la coordination avec les autorités égyptiennes. Et ils rentrent, c'est cher, hein, c'est ça le problème en fait. C'est $1000 le voyage, aller-retour par personne. Et une fois qu'ils y sont, je crois qu'ils ont un truc pour 1 mois et ils peuvent renouveler. Si tu viens pour étudier en Égypte, etc., c'est aussi plus facile parce que tu as un permis de séjour étudiant, etc. Mais sinon, en fait, si tu es jeune, que tu ne viens pas pour étudier, c'est presque impossible. Ils ont publié les chiffres là, du nombre de Palestiniens qui sont sortis cette année, ça fait peur. Hein. Je crois qu'il y a plus de 10 000 personnes qui sortent et qui ne veulent pas y retourner. Et après, l'objectif, c'est pas non plus de rester en Égypte, hein. Mais pour sortir de l'Égypte, c'est très très compliqué. Et puis il y en a beaucoup qui, en fait, c'est pas une question de choix. Ils se sont fait expulser parce que c'est des activistes politiques. Politiquement, la bande de Gaza, ça reste le cœur de la mobilisation politique palestinienne. Il y a eu aussi des Bedna Naïch, par exemple. Maintenant, il y a Bedna Intirabat, Bedna Kahraba. Il y a des initiatives comme ça de jeunes qui sont remarquables. Et ces jeunes-là, ils finissent souvent en prison. Puis j'en ai vu beaucoup qui, au final, ont fini par être expulsés. La répression du Hamas politique, elle est très dure. Ouais, le Hamas à Gaza, ils contrôlent les faits et gestes de tous ceux qui essayent de bouger politiquement. On avait une question croisée. Quelle représentation égyptienne on retrouve en Palestine? Quelle représentation palestinienne on retrouve sur le territoire égyptien? En Palestine, il y a l'ambassade ou la représentation égyptienne à Ramallah, qui a un ambassadeur et il y a un consul. L'ambassadeur qui s'occupe plus des affaires, des relations diplomatiques, politiques, et le consul qui lui est en charge qui fait du renseignement, qui est un acteur sécuritaire. Pareil, à Tel Aviv, bien sûr, il y a une ambassade égyptienne. Et il y avait aussi une ambassade égyptienne à Gaza jusqu'en 2006-2007, qui a fermé après le coup. En Égypte, il y a une présence palestinienne importante. L'ambassade palestinienne en Égypte, c'est une des plus anciennes et une des plus importantes. Il y a aussi le Fatah qui a un bureau permanent, qui a une activité politique officielle acceptée
par les autorités égyptiennes. Et puis il y a plein d'autres factions palestiniennes aussi qui sont là. Donc il y a le Hamas, ils ont quand même un siège donc non officiel. Et puis il y a d'autres factions. Donc il y a le parti de Mohamed Dahlan, l'opposant politique aussi, qui est présent. Et puis il y a pas mal de Palestiniens. Bon, c'est difficile à chiffrer la présence palestinienne en Égypte, mais il y a aussi pas mal de Palestiniens qui sont arrivés après 48 ou après 67. Tu parles d'espace d'interconnaissance entre les négociateurs égyptiens et les politiques palestiniens. Est-ce que tu dirais qu'il y a ce même espace d'interconnaissance entre les médiateurs égyptiens et les Israéliens ? Oui, parce qu'il y en a pas beaucoup, mais il y a quelques personnes qui, par exemple, étaient en poste à Tel Aviv, par exemple dans les années 90, etc., et qui sont aujourd'hui encore présents dans les négociations. La plupart de ceux là auxquels je pense, qui étaient très proches des Israéliens, ils sont passés par la représentation égyptienne à Tel Aviv. Ils ont ouvert, il n'y a pas longtemps, un centre d'études stratégiques, des études israéliennes, au Caire, donc le premier centre de cette sorte-là, et ils sont très proches des Israéliens. Je ne pourrais pas mettre un nom sur les personnes avec lesquelles ils entretiennent, ils ont des relations privilégiées. Il n'y a pas de contact direct entre le Hamas et Israël, et donc il y a nécessité véritablement là qu'il y ait une médiation entre les deux parties. Et en général, donc, ce qui se passe, c'est une sorte, ils font un aller-retour entre Israël et Hamas quand il y a des négociations, quand il y a des tensions, etc. Et puis l'ambassade égyptienne à Tel Aviv est très 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 active. Les négociateurs qui y sont les négociateurs principaux. L'essentiel des informations que j'ai, moi, par rapport à la position israélienne dans les négociations, elles viennent des Égyptiens. Au cours du temps, avec les différentes périodes de négociation, en quoi est-ce que la politique intérieure égyptienne a-t-elle influencé les rapports de réconciliation intra-palestinienne ? C'est tout l'objet de ma thèse, d'essayer de comprendre s'il y a une influence, s'il y a véritablement un impact sur les négociations ou non. Il y a évidemment une évolution des rapports de force en raison de changements de régime successifs en Égypte. Regardez du côté des positions prises par le Hamas, c'est assez intéressant parce qu'ils ont subi de plein fouet en fait ces changements successifs. Je pense surtout à la transition entre Morsi et Sisi. C'est quand même l'appareil des Mukhabarat qui est en charge des négociations depuis le début. C'est un appareil qui lui n'a pas trop subi la révolution ou les changements de régime par la suite. C'est moins vrai aujourd'hui, mais jusqu'à 2015 en gros, c'est quand même une institution qui restait assez stable. Le sujet est sécuritaire, les acteurs sont plutôt sécuritaires. Ces acteurs-là, ce sont les Mukhabarat. Comment tu les définis ? Comment ils sont organisés ? C'est les Mukhabarat et l'Amma, parce qu'il y a différents Mukhabarat. Donc il ne s'agit pas des Mukhabarat du département militaire et ce n'est pas non plus les services de renseignement internes, Amnet Daoula. Donc les Mukhabarat et l'Amma qui sont apparus sous Nasser dans les années 50. C'est l'organe prépondérant déjà, surtout depuis la période Moubarak. Eux, ce qu'ils gèrent, c'est les relations extérieures, étrangères. Et donc, historiquement, le dossier palestinien se trouve au sein des Mukhabarat al-Amma. Et comment est-ce qu'ils sont organisés ? Il y a plusieurs portefeuilles. Ceux qui s'occupent du dossier palestinien, il y a une poignée de gens. Et ce qui est intéressant de noter, quand on arrive à avoir un peu des informations sur qui sont ces personnes sont impliquées dans le dossier depuis un certain temps. La plupart de ceux qui étaient là après Oslo ont disparu, mais au moins depuis 2006, au moins depuis le coup à Gaza, on retrouve sensiblement les mêmes personnes. C'est que donc, cette solution envisagée par l'Égypte au-dessus de la réconciliation, pour le moment, il est juste sécuritaire. C'est mené par les services de renseignement. Est-ce qu'une solution diplomatique ou politique est envisageable par la suite par l'Égypte ? Est-ce qu'on envisagerait que le portefeuille change de main et aille au ministère des Affaires étrangères ? C'est ce qui est souhaité par l'autorité palestinienne aujourd'hui. Enfin, je ne pense pas que ce soit très réaliste parce que historiquement c'est eux qui sont en charge de ça et puis c'est quand même des négociateurs qui ont l'habitude de s'occuper de ce dossier-là, qui le suivent depuis un certain temps et je suis pas sûre qu'il y ait plus de résultats si ça passait
au ministère des Affaires étrangères égyptien. Je ne vois pas l'Égypte accepter de faire passer le dossier au ministère des Affaires étrangères, puis c'est pas dit qu'il soit plus compétent. Comment se déroulent concrètement les négociations ? Dans la mesure où on a affaire à des acteurs qui ne sont pas des acteurs politiques, pas des acteurs diplomatiques, ça a un impact sur la façon dont on négocie. En général, c'est des rencontres secrètes, ça ouvre un espace de négociation qui est peut-être plus propice. Il y a une proximité entre donc, ces négociateurs et notamment et les négociateurs palestiniens, comme je disais, puisqu'ils se connaissent depuis assez longtemps. Il y a un suivi important du fait de cette permanence des acteurs égyptiens. C'est aussi les services d'enseignement égyptiens qui écrivent les accords. Il y a plusieurs acteurs qui soulignent le fait que ce biais sécuritaire-là fait que, parfois, en fait, ils ne maîtrisent pas les canaux classiques de la négociation et du coup, c'est aussi une des raisons pour lesquelles jusqu'ici les négociations ont échoué. Notamment le déséquilibre qu'il y a entre les deux parties, dans la mesure où les Égyptiens parlent davantage avec le Hamas aujourd'hui qu'avec l'autorité palestinienne. Avec l'autorité palestinienne, il y a des relations un peu tendues. Disons depuis mars 2018, mars 2018, ça correspond à la visite de Rami al-Hamdallah à Gaza et la tentative d'assassinat du Premier ministre lorsqu'il était à Gaza. Et depuis, donc officiellement, le Fatah a dit qu'il n'y aurait aucune rencontre avec le Hamas. Et depuis, donc, il y a eu des épisodes, des décisions qui ont été prises par l'autorité palestinienne qui étaient critiquées par les Égyptiens, comme par exemple l'imposition de sanctions sur la bande de Gaza, sanctions économiques, etc. L'autorité palestinienne se montre pas très coopérative. Et puis, par ailleurs, le dossier de l'apaisement s'est fait plus pressant et donc les Égyptiens se sont concentrés davantage là-dessus et il se trouve que l'autorité palestinienne n'intervient pas dans l'apaisement. Donc c'est avec le Hamas que les relations ont été davantage développées et ça tient aussi à une coordination sécuritaire qui a été mise en place, qui existait déjà, mais qui a été renforcée, coordination sécuritaire dans le Sinaï, entre le Hamas et l'Égypte à partir de 2017 surtout. Les Égyptiens et le Hamas sont en contact permanent, ce qui n'est pas le cas avec l'autorité palestinienne. Donc en général, l'autorité palestinienne, en fait, c'est le président qui vient au Caire et qui rencontre directement son homologue égyptien. À terme, ce que les Égyptiens souhaitent, c'est avoir pour voisin une bande de Gaza contrôlée par l'autorité palestinienne, pas par le Hamas. Les négociations menées par l'Égypte n'aboutissent pas. Il n'y a pas véritablement de résultat. Jusqu'ici, on n'est pas parvenu ni à la réconciliation, ni à une Houdna. Dans quelle mesure est-ce que l'Égypte instrumentalise ou au contraire va dérober au public ses victoires ou ses échecs dans l'avancement de ces deux dossiers ? Est-ce que c'est un certain argument pour montrer que c'est une puissance régionale ? Bien sûr. Ça, c'est une des raisons explicatives de ce rôle-là proactif. Il y a surtout depuis l'arrivée de Sisi en 2013, il y a cette volonté-là de stabiliser ou de rétablir une certaine légitimité à l'échelle au niveau régional. L'Égypte a été mandatée officiellement par la Ligue arabe et pour des pays arabes, c'est accepté. Et pas que pour les pays arabes, parce qu'il y a aussi eu des négociations de réconciliation à Moscou, par exemple. Et tout le monde a eu à cœur de rappeler que ces négociations n'ont pas lieu en parallèle ou au détriment de l'action des Égyptiens. Au contraire, c'était des initiatives, disons, mais c'est l'Égypte qui reste en charge de ce dossier. L'Égypte joue la carte de la Palestine parce que ça lui permet aussi en interne de se donner un peu un poids ou une certaine légitimité. Il y a une évolution aussi de l'opinion publique égyptienne par rapport à la question palestinienne. Surtout après 2012, il y a eu une certaine des critiques assez vives qui ont été formulées surtout à l'encontre du Hamas, du fait de sa proximité avec il y a une propagande importante contre les frères musulmans, etc. Et le Hamas en a pâti. Un retour de l'autorité palestinienne à Gaza, oui, c'est ce qui est souhaité par l'Égypte. Quand tu as mené tes entretiens, est-ce que tu as aussi essayé
de faire des entretiens avec plusieurs acteurs de cette réconciliation en même temps. Par exemple, un acteur égyptien et un acteur palestinien pour qu'il y ait un dialogue sincère. Une fois, l'acteur égyptien interagissait pas du tout avec nous parce qu'il était là pour nous surveiller. C'était pas pour me surveiller moi en particulier, c'était lui. Mais ça m'est arrivé une fois, j'avais un rendez-vous avec un ancien ambassadeur égyptien à Gaza, donc qui était à Gaza jusqu'à 2006-2007 justement, le dernier ambassadeur. Et puis sont arrivés deux Palestiniens de Gaza, un académique et un sécuritaire. Il y a une contrainte importante qui pèse sur les Palestiniens en Égypte. Et donc là, c'était évident que ni l'un ni l'autre n'allait contredire ce que l'ambassadeur égyptien, par ailleurs encore bien inséré dans les réseaux diplomatiques et sécuritaires, disait. Donc c'était pas l'entretien le plus intéressant. Justement, comment on peut faire de la recherche aujourd'hui en Égypte? Est-ce que tu as des nouveaux réflexes méthodologiques au Caire? On sait que les chercheurs sont surveillés de très près. C'est encore plus difficile pour des chercheurs égyptiens, donc on s'estime heureux. Mais effectivement, c'est important d'être plus transparent et de pas faire des entretiens dans l'ombre. Je pense que c'est important d'avoir une certaine visibilité. De toute façon, ils savent. Et ensuite, l'autre chose, d'être rattaché institutionnellement. Moi, je suis rattachée au CEDEJ. J'ai une lettre du CEDEJ en arabe et que je montre si on me la demande. Et le CEDEJ, c'est le Centre d'études et de documentation économique, juridique et sociale. C'est un laboratoire français qui étudie l'Égypte depuis le Caire. Et un des réflexes, peut-être une des choses auxquelles je suis plus attentive aujourd'hui, c'est la préparation des entretiens en amont, ou faire attention ou bien renseigner sur les personnes avant de les contacter. Parce que si c'est des personnes qui sont particulièrement surveillées, par exemple. Ça m'est arrivé une fois de renoncer à un entretien parce que j'avais pas forcément envie de prendre ce risque-là et de bien réfléchir à où va se passer l'entretien, etc. Le cadre, en fait, c'est ça auquel il faut réfléchir. Du coup, il en va pour ta propre sécurité, mais aussi pour la sécurité, peut-être pour de l'enquêter. Ouais, c'est ça. Mais dans mon cas, c'est quand même que des acteurs politiques qui, en Égypte, ils n'ont pas grand-chose à craindre. C'est plus d'autres Égyptiens que j'ai pu voir, des journalistes, etc., ou notamment des gens qui ont pu être proches des frères musulmans, par exemple. C'est eux qui pouvaient courir un risque en me rencontrant. Mais du coup, les entretiens sont passés de façon un peu plus particulière, souvent à leur domicile. Quand tu parles de cadre, souvent tu fais les entretiens où? Dans des endroits publics et où il y a du monde et du passage, etc., pour passer un peu inaperçu. Dans un Starbucks, dans un mall, ça m'arrive souvent. Ou au KFC, Tahrir. De toute façon, il faut que je privilégie les terrains courts en Égypte, parce que je me suis rendu compte que c'était plus facile comme ça. Ah non, pourquoi? Disons qu'ils ont un certain temps, il y a un certain délai avant qu'ils se rendent compte de l'activité que j'ai. Et en l'occurrence, par exemple, en avril, j'ai fait pas mal d'entretiens, etc. Et puis ça leur a pris, je sais pas, peut-être un mois et demi pour me tomber dessus. Donc j'essaye de faire tout d'un coup et puis ensuite je pars. Puis là, je suis rentrée en France un mois, comme ça je me suis fait oublier, puis je reviens. Pour te tomber dessus, c'est-à-dire Non, mais il m'est rien arrivé, mais j'ai eu, c'était en mai, des enquêtés qui m'ont dit qui travaillent pour le service de renseignement, qui m'ont dit qu'ils n'étaient pas très à l'aise avec ce que je faisais. Enfin, pas très à l'aise en arabe, c'est pas ça, mais gênée. Je savais pas comment le traduire, mais du coup, gênée par les entretiens que je faisais, et puis je trouvais ça un peu bizarre, etc. Puis je commençais à poser des questions sur les changements qu'il y avait au sein du jihaz des Mukhabarat. Et du coup, ils m'ont dit qu'il fallait que j'arrête de faire des entretiens. Ce que j'ai pas fait. Enfin, si, je l'ai fait pendant une semaine. Après, je me suis dit, bon, de toute façon, je reste jusqu'à fin juillet, donc autant. Et voilà, mais bon, j'ai quand même. Les chercheurs du CEDEJ étaient un peu inquiets, donc du coup, j'avais sorti. Parce qu'en fait, ils s'attendaient à ce qu'il y ait une perquisition ensuite, ce qui arrive fréquemment. Donc j'avais sorti tout, j'avais plein de documents, plein de choses, donc j'avais tout ramené au CEDEJ. Mais officiellement, le CEDEJ, ça dépend quand même du MAE, et puis c'est considéré comme. Il y a une immunité diplomatique comme l'ambassade. Du coup, voilà, mais il m'est rien arrivé, j'ai déménagé entre-temps, puis voilà. Il n'y a pas eu de perquisition, mais je devais quand même aller au commissariat pour montrer mon permis de séjour. Et puis c'était pas la période la plus folle de mon séjour quand même, j'étais un peu stressée. Tout est potentiellement sensible. Pour consulter les archives, par exemple aussi, c'est impossible, c'est devenu impossible maintenant. Et les gens ont peur de parler, c'est horrible, ultra suspicieux. J'ai fait aucun enregistrement quasiment en Égypte. Bon, il y en a un qui a failli en fait annuler carrément l'entretien dès le début parce qu'il n'était pas du tout à l'aise, il ne s'attendait pas à ce que je lui demande à enregistrer ou je sais pas quoi.
Bon, le biais, c'est en termes d'entretien, c'est clair que j'ai fait beaucoup plus d'entretiens avec des Palestiniens qu'avec des Égyptiens au final. Ouais. Qu'est-ce qu'un entretien silencieux ? Un entretien silencieux, c'est un entretien avec une personne qui n'a pas l'habitude de répondre à des questions, qui n'est pas formée pour ça et qui travaille, c'était avec des personnes des services de renseignement qui ne savent pas parler. Ils ne sont pas chercheurs, ils ne sont pas journalistes, etc. et qui n'ont pas été formés pour parler de toute façon. Voilà, ils peuvent se concentrer du coup davantage sur des choses assez futiles pendant l'entretien, comme par exemple combien de pages comporte le carnet. Voilà, ils essaient de détourner un maximum la conversation. Ça pose problème aussi. Du coup, quelle source t'as privilégié ? Il y a beaucoup de journalistes ou de chercheurs, etc. Ce qui est bien en Égypte, c'est qu'il y a beaucoup plus de centres. Il y en a beaucoup qui sont affiliés au ministère de l'Intérieur ou à l'armée, parce que c'est des gens qui connaissent bien en général. Ce que je disais, il y en a pas mal qui étaient en poste en Palestine pendant un certain temps, qui étaient correspondants, etc. et qui connaissent bien certains des membres des équipes de l'équipe de renseignement là, actuelle. Et il vaut mieux privilégier en fait d'autres sources pour avoir des renseignements sur les services de renseignement. Merci. De rien. La Palestine est occupée pour le moment. Veuillez laisser votre message après le bip sonore. Pour réécouter votre message, tapez 1. Pour le réenregistrer, tapez 2. Pour supprimer votre message, tapez 3. Récemment, j'ai écouté une émission sur France Culture qui avait pour titre « La recherche est-elle un métier à risque ?» Et effectivement, c'est une question que je ne m'étais pas du tout posée avant de commencer ma thèse. Et je ne m'attendais pas à ce que le fait de faire des recherches implique autant de prise de risque. Et je pense que c'est pas notre métier, en fait. Et donc, dans la mesure où, de toute façon, on ne peut pas changer le contexte sécuritaire dans lequel on évolue et dans lequel on effectue nos recherches, il faudrait qu'il y ait un soutien plus important de la part des laboratoires de recherche en ce qui concerne la protection des données, notamment des chercheurs. On est assez démunis, je pense, face à ça. Moi, ça a été mon cas et j'ai dû m'auto-former. Et je regrette un peu de ne pas avoir eu suffisamment de sensibilisation, d'encadrement aussi, de la part de mon laboratoire de recherche, dans la mesure où ça m'aurait évité de faire quelques pas de travers qui auraient pu me coûter cher.